Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, les stratégies économiques du tout infrastructure. Est-ce la solution pour l'Afrique? Bonjour, M. Gaye. Bonjour, chère madame. Quel est, selon vous, le propre des projets d'infrastructure? Alors, je vous remercie beaucoup, chère madame, pour cette question très importante que vous venez de poser. Merci. Mais permettez-moi d'abord de vous remercier pour le thème que vous avez choisi. Mais décidément, vous choisissez très bien vos thèmes. Merci beaucoup. Parce que la dernière fois, je pense que vous aviez parlé du développement, ensuite vous aviez parlé également de la formation, et aujourd'hui vous attaquez les infrastructures. Mais c'est une bonne chose parce que vous savez, aujourd'hui on est dans une situation de la Covid-19 et bientôt on va rentrer dans des périodes normalisées par la grâce de Dieu. Et c'est maintenant que de plus en plus de pays commencent à réfléchir sur de nouvelles stratégies. Et je crois que le thème que vous avez choisi aujourd'hui est un thème extrêmement important en termes de politique économique, parce que vous savez, depuis quelque temps, les États africains ont jeté leur dévolu sur les infrastructures, que presque tous considèrent comme la panacée, parce que c'est devenu un effet de mode. Alors, vous avez bien posé la question, mais quelle est la spécificité de ces politiques en termes d'infrastructure? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce sont des projets souvent très capitalistiques. D'abord, qu'est-ce que c'est une infrastructure? C'est un peu ce que les États font, construire des routes, construire le chemin de fer, construire des salles de classe, des stades par-ci par-là, des salles de conférence, des ponts, etc. Alors, souvent les gens opposent cette politique à une politique, par exemple, de relance de la production nationale par la création d'usines, par exemple. Alors, le propre de ces projets, pour répondre effectivement à votre question, c'est que d'abord, c'est des projets très capitalistiques, c'est-à-dire qui demandent beaucoup de capitaux au départ. C'est des milliards de francs CFA. Pour construire une route, ce n'est pas simple en termes de coût. Ensuite, c'est des projets qui sont très peu rentables sur le court terme. Mais également, ce sont des projets qui, malheureusement, sont très peu également consommateurs d'emplois pendant la phase d'exploitation. Il est vrai que pendant la phase de construction, ce genre de projet recrute beaucoup, les routes, le chemin de fer, etc. Mais dès que ces projets sont en phase d'exploitation, souvent c'est de gros frais d'entretien pour l'État, souvent c'est des BOT qui sont très mal négociés, et bien, et la question de l'emploi également est là, parce que malheureusement, ce sont des projets qui ne vont pas employer beaucoup de personnes. Alors, je voudrais également ajouter à ça que ces projets d'infrastructure, souvent, ont besoin de ressources concessionnelles trop importantes. Ce sont des ressources pas trop chères, souvent qui sont octroyées par des institutions de développement telles que la Banque mondiale, telles que la BAD, la Banque africaine de développement, etc. C'est des ressources qui ont des intérêts très faibles, mais également sur des durées très longues, qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Et souvent, il y a des éléments dons de l'ordre de 50%. Alors, mais comme vous le savez, ces ressources se raréfient de plus en plus, pour la simple raison que les institutions qui les donnent, les États qui les donnent, sont aujourd'hui en difficulté. Donc, tout ceci vraiment doit nous amener à réfléchir sur des alternatives, de manière à ne pas du tout nous focaliser sur des politiques qui sont très peu consommateurs d'emploi, donc qui ne luttent pas suffisamment contre le chômage, des politiques également qui malheureusement ne sont pas rentables à très court terme, mais plutôt à très long terme. Pourquoi des banques comme la BAD et
des gouvernements africains en font leur priorité? Alors là aussi, vraiment, je pense que vous avez touché du doigt le vrai problème. Alors, vous savez, malheureusement, il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode infrastructurel. Partout, les gens veulent avoir de gros projets, des projets extrêmement coûteux, mais modernes. Et souvent, c'est des éléphants blancs. Qu'est-ce qu'on appelle éléphants blancs? Ce sont des projets qui ont été construits, mais qui ne sont pas très utilisés. Donc, il y a souvent un problème de taux d'utilisation par la population de ces projets-là. Lorsque vous mettez des milliards dans un projet et que ça ne sert pas à la population, c'est ce qu'on appelle des éléphants blancs. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut vraiment dire. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a un effet de mode qui est là. Et cet effet de mode est un peu couplé également à, je dirais, une tendance confortée par les institutions de développement. Vous savez, par exemple, un organisme comme la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, a, il y a quelque temps, estimé à 1% de taux de croissance la perte que l'Afrique subit du fait de son déficit en infrastructure. Bon, ça, un gouvernant qui voit ça, ça permet... C'est énorme, effectivement, c'est énorme, parce que ça, c'est des milliards de dollars de PIB. Hein? Et ça, c'est ce qui fait que les pays africains, malheureusement, dès qu'ils entendent ça, automatiquement, ils veulent redresser la barque en allant vers des politiques hasardeuses d'infrastructure. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'effet de mode. Alors, qu'il faut combattre, bien entendu, parce que les ressources que nous avons ne sont pas des ressources élastiques. Alors, moi, le deuxième point que je vois, c'est que de plus en plus de bailleurs de fonds financent les infrastructures. C'est ce qui fait que nos États, par solution de facilité, veulent aller vers ces infrastructures-là. Et vous savez, par exemple, l'Afrique organise souvent des forums pour l'investissement et à cette occasion, des discussions sont engagées surtout sur la question des infrastructures et des financements souvent sont trouvés. Moi, je crois qu'il y a un troisième aspect, c'est que les bailleurs de fonds aiment beaucoup ce genre de projet, y compris les gouvernements, par rapport au mode d'acquisition des biens et services là-bas, ce qu'on appelle les appels d'offres. Vous savez, en général, ces appels d'offres-là, dans ces appels d'offres pour ces gros projets, souvent il peut y avoir ce qu'on appelle des offres spontanées. C'est-à-dire un constructeur chinois qui vient qui dit « mais j'ai 50 milliards à mettre sur la table pour ce projet de route-là ». Et souvent, on ne fait pas d'appel d'offres. Il y a aussi ce qu'on appelle les gré à gré, qu'on appelle maintenant par les ententes directes. Et tout ceci, vraiment, c'est très prisé par, malheureusement, des gouvernants qui pourraient ne pas se soucier de l'utilisation des biens publics. Mais je pense qu'à côté de ça, on peut également parler de la rentabilité de ces projets quand même. Il faut dire que c'est des projets qui sont rentables, mais à très long terme, sur 30 ans, sur 20 ans, etc. Mais là, il faut faire des arbitrages. Et enfin, je crois qu'il y a un problème également sur la corruption. Pas un problème, mais je veux dire que si beaucoup de gouvernements préfèrent ça, quelque part également, c'est pour des raisons liées au fait que vous pouvez avoir des ressources mal acquises parce qu'il y a la corruption derrière. Savez-vous que la Banque mondiale, tout récemment, a été épinglée dans un rapport qui a montré que justement les ressources, les prêts octroyés par la Banque mondiale, malheureusement, 7,5% des décaissements opérés sur ces prêts-là repartaient vers les paradis fiscaux. Alors, ça avait défrayé la chronique. Et puis, Thabo Mbeki également, l'ancien président d'Afrique du Sud, a eu à être le chef d'une équipe qui a réfléchi également sur le phénomène de la corruption en Afrique. Et il avait vu qu'effectivement, plus de 50 milliards de dollars sortaient chaque année de l'Afrique pour aller vers les paradis fiscaux. Et pendant ce temps-là, l'aide au développement ne représentait que 46 milliards. Donc c'est comme si l'Afrique était une créancière nette des pays occidentaux. Donc c'est pourquoi moi je pense qu'effectivement,
tout ceci est à revoir de manière à ce que réellement on puisse avoir des alternatives à ces politiques. Quelle pourrait être une solution alternative? Alors, c'est une bonne question parce que là, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus dans les solutions qui consistent à critiquer pour critiquer. Il peut y avoir des solutions alternatives. D'abord, les politiques d'infrastructure ne sont pas mauvaises, ne sont pas très mauvaises, si elles rentrent dans des stratégies de relance de la production nationale. Si elles rentrent dans des stratégies d'aménagement du territoire. Alors, par exemple, je peux donner quelques exemples. Lorsqu'on construit des autoroutes urbaines de manière à désenclaver la capitale, à améliorer la circulation dans la capitale, c'est une bonne chose. Lorsque également on investit dans des infrastructures d'énergie pour baisser le coût de production de la production de courant, d'électricité, je pense que c'est une bonne chose. Donc là, vraiment, je pense que tant que ces productions, ces infrastructures-là sont calibrées pour servir l'économie, surtout la production de biens et services dans le cadre de stratégies réfléchies de substitution aux importations et de valorisation des matières premières, je pense que c'est une bonne chose. Construire une route qui puisse aller des villages, des zones de production vers les ports, c'est une bonne chose. Mais ce qui n'est pas une bonne chose, c'est de construire une route qui n'est pas empruntée, qui ne sert pas. C'est construire également des infrastructures qui ne vont pas servir. Par exemple, les stades, les salles de classe, enfin pas les salles de classe, les salles de conférence. Et c'est là où je dis qu'il faut toujours des alternatives. Mais je pense que, chère madame, l'Afrique a besoin surtout d'aller vers la recherche-développement. Il faut aller vers la recherche-développement, financer les activités de recherche-développement. Il faut également faire en sorte que nos pays puissent aller vers davantage de mise en application de leurs inventions. Parce que là, on a besoin de relancer des économies, de diversifier des économies. Un pays comme le Sénégal, par exemple, depuis 1960, ne fait que les mêmes cultures. Hein. C'est l'arachide, c'est le niébé, c'est par exemple le mil, le maïs, alors qu'on aurait pu, par exemple, faire de l'huile de palme, enfin, du palmier à huile. On aurait pu faire également d'autres spéculations qui puissent nous permettre de renforcer l'anacarde, le blé, essayer de voir comment on peut cultiver ça. Puis ça aurait permis de diversifier un peu l'économie. Et je crois que c'est là où je dis qu'il faudra que nous soyons vigilants par rapport à ça. Et enfin, pour terminer, mon avis est qu'il faudrait également que les États mettent en place des systèmes pour mieux contrôler la corruption dans le cadre de ces projets-là. Parce que dans le cadre de ces projets-là, il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Et je ne saurais jamais magnifier assez ce que j'ai vu dans la construction d'un édifice religieux ici à Dakar qui s'appelle Masalikul Jinan. Alors vous avez vu, là j'ai beaucoup apprécié ce que le maître d'œuvre avait fait. Alors je crois qu'il s'appelait M. Makiyou Faye, je crois. Parce que j'ai vu que lorsqu'il a eu à travailler sur ce projet-là, il a eu à presque restituer le reliquat. D'abord, les coûts étaient bien maîtrisés parce que ça ne faisait que 20 milliards de francs CFA environ. Et le geste qui était très important en termes de gouvernance, c'est qu'il a eu à restituer une bonne partie. Et je crois que ça, c'est vraiment des modèles à promouvoir pour que l'Afrique puisse se construire de très bonnes choses, mais également dans une stratégie de mieux-disant, c'est-à-dire en contrôlant les coûts, mais également en misant effectivement sur la qualité. Donc, il fait partie des exemples pour les jeunes Africains. Absolument. Je pense qu'il fait partie des exemples pour les jeunes Africains. Dans le cadre de ce projet que je viens de citer, donc, il y avait ce cas de Makiyou Faye, que j'ai magnifié ailleurs. Mais également, il y avait le cas de cette dame qui était le contrôleur technique. Vraiment, je pense que
il y avait vraiment des leçons à tirer sur le management de projet lorsque j'ai étudié ce projet de Massalikul Jinane. Alors, donc, je pense que vraiment, en définitive, il faudrait que nous puissions réfléchir sur des stratégies économiques qui puissent nous permettre de lutter contre la pauvreté. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'économiste, je ne suis pas sûr que la politique d'infrastructure telle qu'elle est menée actuellement par nos pays africains soit la bonne solution pour lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, M. Gaye. Vos réponses ont été très pertinentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Ne quittez pas, parce que votre version en Wolof arrive.